Bonjour. Nous allons parler du jugement de M. Jérôme Cahuzac. J'ai déjà parlé de l'affaire Cahuzac, bien sûr. J'en ai parlé, je dois l'avouer, sans la connaître vraiment. Simplement à partir de ce qu'avaient dit les journaux. Un de nos lecteurs m'a fait remarquer très gentiment que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et il m'a envoyé le lien qui permet d'aller voir le jugement de l'affaire Cahuzac. Alors, j'ai tiré ce jugement. Alors, vous voyez, c'est pas une petite affaire, c'est ça. Hein. Alors, c'est imprimé en recto, il n'y a pas le verso. Hein. Mais ça fait rien, ça fait plus de 200 pages. C'est un énorme travail. C'est un énorme travail, et lorsqu'on le regarde, ça laisse un petit goût amer. En fait, on est dans cet espace qui fait que on se demande, est-ce qu'il est raisonnable de juger sans comprendre? Est-ce que quand on a compris, on peut encore juger? Ça, c'est un espace difficile au point de vue humain. J'avoue qu'à la lecture du jugement, je ne suis pas capable de dire si les magistrats ont compris cette affaire ou si les magistrats l'ont jugé sans la comprendre ou s'ils l'ont compris et s'ils l'ont jugé quand même d'une manière relativement sévère. En ce qui me concerne, je vais tout de suite vous dire ce que j'en pense. Je pense que matériellement cette affaire n'est pas importante. Par contre, je pense que moralement elle est très grave. Et je pense que cet homme mérite moralement sa condamnation. Et si vous prenez comme moi la peine de lire le jugement, vous verrez que justement il n'est pas condamné moralement, mais il est condamné matériellement, c'est-à-dire exactement à l'inverse de la réalité. Alors, on va en parler. Donc, tout commence en 1992, où M. Jérôme Cahuzac ouvre un compte en Suisse au nom de M. Péninck. Et ce compte sera alimenté en 1993 à hauteur de 1 million d'euros, ce qui est quand même pas mal dans l'année. Et puis après, ce compte va vivre mais 2-3 mouvements, pas grand-chose. Alors pourquoi en 93? Qu'est-ce qui se passe en 93? Est-ce que cette ouverture de compte est une ouverture politique? Je ne sais pas. On ne peut pas l'affirmer parce que 93, c'est l'année, vous savez, Mitterrand est président de la République. On va arriver à la première cohabitation dans le courant de l'année. Balladur sera Premier ministre. C'est l'année où Bérégovoy se suicide. C'est l'année où Michel Sapin, déjà lui, sort une loi pour rendre la vie politique plus limpide, parce qu'on sort des grandes affaires de corruption politique pour lesquelles le Parti socialiste a été un maître expert, toutes catégories confondues, ça a été le plus grand. Le Parti socialiste, le socialisme est très affaibli, le chômage est énorme, Mitterrand est en difficulté, donc il a pris une rouste aux législatives. Donc on peut imaginer qu'à ce moment-là, Cahuzac, tout d'un coup, amène une nouvelle solution. La solution du compte en Suisse, avec des honoraires payés par des entreprises multinationales. Je pense qu'il ouvre une voie et que, honnêtement, je pense que à cette époque-là, vu les gains qu'il a ailleurs, probablement, c'est l'impression que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus ? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur M. Cahuzac? Alors ensuite, donc, ce compte n'a presque pas de vie. On verra que il passe de la Suisse en Suisse, il change de nom, il passe de la Suisse. C'est-à-dire qu'à mon avis, il n'a pas d'utilité. Il finit par ne plus avoir d'utilité politique. Et à ce moment-là, l'erreur, je pense, de Cahuzac, c'est de le garder à son nom. C'est-à-dire que M. Péninck disparaît, le compte passe à son nom et va rester cette espèce de compte plus ou moins dormant, va rester sur une banque suisse. Et là, c'est les pieds nickelés, il n'y a presque pas d'argent sur ce compte, 600 000 euros, ça reste 600 000 euros presque tout le temps, il s'en sert pas. Et il l'envoie à Singapour, etc. Ce qui fait qu'au moment où Cahuzac, les yeux dans les yeux, dit « je n'ai pas de compte », en réalité, c'est pas complètement faux, puisqu'il a un compte, puis il s'en sert pas. Il s'en sert pas depuis longtemps. Donc on peut comprendre qu'il ait pu croire qu'il n'avait pas un compte moralement. Alors, pourquoi ce compte? Moi je pense, si je vois la personnalité de M. Cahuzac que je ne connais pas, je pense que c'est un pan. C'est-à-dire c'est un monsieur qui est avide de notoriété. Bon,
Et il a une situation quand même, il a une belle situation parce que lui et son épouse, avec leur implant de cheveux, ils font entre 300 et 500 000 euros par an de bénéfices. Donc, si vous voulez, je pense que c'est l'argent qu'ils méritent. Je suppose que si les gens viennent d'Italie, du Moyen-Orient, d'Angleterre, enfin d'un peu partout dans le monde, viennent se faire implanter des cheveux chez lui, je suppose que c'est que les gens, ses clients, ils trouvent leur compte et considèrent qu'il est un bon, lui et son épouse, tous les deux. Ils sont un peu les champions de leur catégorie. Ils sont des gens qui sont probablement assez proches de l'excellence dans leur métier. Mais l'erreur que fait notre ami Cahuzac, c'est qu'il oublie qu'il est dans un pays socialiste. Et que dans un pays socialiste, on n'est pas dans un pays libéral. Et que dans un pays socialiste, on n'est pas récompensé en fonction de ses compétences. Peu importe qu'on approche ou pas de l'excellence. Dans un pays socialiste, il n'y a que deux positions. Être l'otage ou le preneur d'otage. C'est-à-dire que dans sa dimension politique, M. Cahuzac fréquente des gens qui ont des revenus de ce type-là, puisqu'on voit par exemple, on sait que les revenus, puisque ça apparaît, les revenus de M. Hollande sont de l'ordre de 300, 400 000 euros par an. Mais chez M. Hollande, c'est de l'argent de poche. C'est-à-dire qu'il a ces sommes-là, mais en même temps, il bénéficie de tous les ordres de la République. Il n'a pas à dépenser d'argent pour avoir une voiture de fonction. Je suppose qu'il ne paye jamais au restaurant. Je suppose qu'il n'est reçu que dans des belles maisons, des palaces, etc. Bon, ce qui n'est pas le cas de notre ami Cahuzac. Quand Cahuzac va chez la famille Barrière, que ce soit à La Bolle ou à Evian, paf, faut qu'il paye. Donc, il faut qu'il gagne. Donc il faut qu'ils trichent, parce que s'ils ne trichent pas, ils ne gagnent pas assez pour fréquenter les gens qui vont naturellement là-dedans, mais qui, parce qu'eux, ont des otages. C'est-à-dire que si vous voulez, tous nos grands patrons, toute notre élite a des otages. Vous ne pouvez pas avoir un train de vie de ce niveau-là si vous n'avez pas 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 salariés en otage. Vous ne commencez à être quelqu'un dans un pays socialiste qu'en fonction du nombre d'otages que vous avez. Ce n'est pas votre qualité personnelle qui compte. On s'en fout complètement de la valeur personnelle du PDG de, je sais pas quoi, France Télécom, enfin je sais pas quelle société plus ou moins étatisée. On n'en a rien à foutre de sa valeur personnelle. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il a droit à des indemnités conséquentes, à un train de vie conséquent, parce qu'il a des milliers d'otages. C'est ce qu'a pas compris Cahuzac. Donc de ce côté-là, il est un peu sot le Cahuzac. Donc le voilà qui s'en va, faire de la politique. Pendant ce temps, son épouse, qui elle a davantage compris, ouvre des comptes. Alors lui abandonne son compte, il s'en sert plus, et elle ouvre des comptes. Et elle met de l'argent sur ses comptes très régulièrement parce qu'elle est économe, cette femme, en plus de bien faire des opérations des cheveux, je suppose, puisqu'elle aussi a une grosse clientèle. Dès qu'elle touche un chèque anglais, italien, du Moyen-Orient, hop, elle le met sur son compte, d'abord à l'île de Man, et puis ensuite en Angleterre et en Suisse. Donc, elle, effectivement, mais on s'aperçoit que ce sont des sommes, je dirais, pas significatives. C'est entre 200 et 300 000 euros par an. Donc avec ça, elle achète une piscine à ses beaux-parents, elle fait vivre sa famille, a un train de vie. Bon, et elle dit, ce qui est amusant, elle dit, mais tout le monde fait pareil. Bah oui, tout le monde fait pareil. À ce niveau-là, il n'y a plus de profession libérale qui peuvent exister sans tricherie, parce que les charges que supportent ces gens qui, eux, n'ont pas d'otages et qui donc vivent de leur propre personne, notamment dans ces activités médicales ou paramédicales, évidemment, c'est assez clair que si elle avait payé les impôts sur ce qu'elle avait gagné, c'est d'ailleurs le supplément qu'elle a caché, on le lui aurait complètement confisqué. Bon. Alors, donc, de mon point de vue, dans les faits, si vous voulez, les sommes sont vraiment pas très importantes et on peut comprendre comment Cahuzac est arrivé par fanfanerie, parce que
parce qu'il ne doit pas être très... il n'a pas tout compris. Hein. Donc, il a cru qu'il allait pouvoir faire comme les autres, comme ceux qui ont fait l'ENA, comme ceux qui ont pris la filière, qui permet d'avoir des otages et qui permet effectivement d'avoir des gros revenus déclarés et payés par les autres, mais pas par son travail. Les honoraires de ces PDG, de ces gens qui pantouflent, qui vont pantoufler un coup, qui reviennent, sont payés parce qu'ils sont députés, ministres, etc. Tout ça, c'est pas lié à leur travail. Tandis que Cahuzac, ce qu'il a gagné, c'était lié à son travail. C'est à chaque cheveu qu'il implante, il fait payer. Bon, donc c'est pas la même chose. Alors, donc moi, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est pas un grand Cahuzac, c'est pas un grand de la mode, c'est pas un grand du téléphone, c'est pas, vous voyez, c'est pas un type qui est payé par les autres. Hein, c'est quelqu'un, voilà. Profession libérale qui n'existe plus. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, bon, oui, ça mérite quand même, c'est pas bien, hein, mais c'est surtout pas bien moralement, parce que quand même, où il y a un problème, c'est que tout d'un coup, il est ministre du budget, et tout d'un coup, il poursuit les gens qui dissimulent, et tout d'un coup, il y a un problème. Donc là, si vous voulez, moralement, déjà, dès le début, quand il commence à s'inscrire au Parti Socialiste, à mon avis, il est déjà pas bien dans sa peau. Hein. Bon, alors ça, c'était pour parler de Cahuzac. Mais ce qui reste dans cette affaire, le plus intéressant, c'est quand même le procès et les magistrats. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que les magistrats, donc, ils voient bien que le dossier n'est pas épais. Ils voient bien que le dossier n'est pas épais. Et ils ont deux problèmes. Le premier problème, c'est la défense des prévenus, parce qu'ils ont mis dans le même sac Cahuzac et les banquiers suisses. Alors les banquiers suisses disent, oui, mais attendez, vous êtes en train de nous faire un procès, mais enfin, balayez devant votre porte. Parce que vous, l'administration fiscale, vous avez été averti très tôt des problèmes de M. Cahuzac et vous l'avez couvert. Alors ça, la preuve en est rapportée. Parce que si vous voulez, l'administration fiscale, elle est au courant dès 2003. Dès 2003, elle commence à savoir. Et pendant 10 ans, même pendant plus, pendant 11 ans, elle ne fait rien. Alors ça, c'est extraordinaire. Alors, regardez les choses qu'on peut lire, regardez ce que dit, parce que ça, quand nous on sait. Alors, ça, la DGFIP, la Direction Générale des Finances Publiques, écrit ceci. Il n'est pas d'usage de programmer un contrôle fiscal à la simple lecture d'un mémoire présenté par un agent d'administration qui fait l'objet d'un contentieux disciplinaire et qui croit révéler les informations au milieu d'autres éléments qui le concernent personnellement ou qui sont fantaisistes. Alors là, il parle d'un monsieur Garnier qui a su, par une indiscrétion du concurrent politique, du maire de Villeneuve-sur-Lot, je crois, du concurrent politique de Cahuzac, qui a su que donc Cahuzac avait un compte en Suisse. Vous imaginez que le Garnier, évidemment, ça lui a excité les neurones. Donc il a tout de suite fait plein de trucs. Et notamment, il a dénoncé, il a été voir un fichier qui s'appelle donc le fichier Adonis, donc un fichier que seul... Alors ça aussi c'est intéressant parce que ça, si vous voulez, c'est la preuve que ce fichier, donc en 2006, René Garnier est habilité à consulter le fichier Adonis d'accès au dossier fiscal des particuliers. Donc on est bien fiché. Donc vous voyez, on apprend dans ce jugement, on apprend qu'il existe, c'est ce que je demande depuis une éternité, de l'accès à ce fichier, ben il existe. Donc on me dit toujours, non, il existe, il y a un fichier Adonis, donc nous avons, comme à la Gestapo, comme à la Stasi, nous avons chacun de nous un dossier à Bercy, dans lequel il y a toute notre vie, enfin toute notre vie, tout ce qu'il pense de notre vie, pas toute notre vie, tout ce que le fisc pense de notre vie, c'est pas la même chose, hein. Donc ce monsieur Garnier, il fait des pieds et des mains pour dénoncer le sieur Cahuzac et rien n'y fait. Alors, quand concluent nos magistrats, ils disent la manière et la forme employée pour rapporter cette information, parmi d'autres éléments non corroborés au sein d'un mémoire devant une juridiction administrative, ne permet pas de regarder cette mention comme permettant l'exercice de l'action publique par l'autorité judiciaire. C'est-à-dire que, donc, tout simplement, le tribunal nous dit ceci,
En conséquence, l'administration ne disposait d'aucun élément suffisant qui lui permettait de soupçonner raisonnablement l'existence d'une infraction pour déposer une plainte ou saisir le procureur de la République. Alors là, quand même, ils se foutent de notre gueule, si vous voulez mon avis, hein, parce que quand même, depuis 2003, pendant 10 ans, le type régulièrement, il envoie des lettres, il explique, et on nous dit, ah ben oui, mais non, là, oh ben non, là, c'est pas possible, il n'y avait pas ce qu'il fallait. Vous vous rendez compte? Quand même. Bon. Et ces magistrats, ils écrivent ça. Hein. Ils écrivent ça. Alors ensuite, nos magistrats, ils se mettent dans l'idée de poursuivre le banquier suisse. Alors le banquier suisse, qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit, attendez, moi je suis banquier suisse, nous en Suisse, on a le droit d'aider les gens à placer leur argent, on n'a pas besoin de savoir si cet argent a payé ou non le fixe. C'est pas notre truc, c'est pas comme ça qu'on vit, on vit autrement. Donc, on est chez nous en Suisse, on fait ce qu'on veut. Alors là, les magistrats disent, oui, mais attendez, vous avez beau être chez vous en Suisse, comme M. Cahuzac, il vous a donné des ordres par téléphone depuis la France, ça vous rend comptable de la tradition française, et les magistrats écrivent ceci. En définitive, le tribunal ne saurait examiner la responsabilité de la banque suisse et des gestionnaires in abstracto, sous le seul angle de la réglementation suisse, mais in concreto, dans la réalité de la gestion d'une personne qui manifestement désire dissimuler ses avoirs. Entendons-nous bien, on parle de Cahuzac qui n'a pas fait marcher son compte, il n'y a pas d'argent qui a circulé dessus. Alors, procéder autrement reviendrait juridiquement à soumettre la répression de délits pour lequel le juge français est compétent au bon vouloir d'autres États et de fait à accepter l'organisation de formes d'immunité. Ça, c'est extraordinaire. Pour bien comprendre ça, je vais vous expliquer quelque chose. Imaginons, à Riyad, un juge qui décide de condamner à 200 coups de fouet une jeune femme de Riyad qui est venue passer son permis de conduire en France, alors qu'elle n'a pas le droit de conduire, à Riyad. Très bien. Bon. Après tout, c'est Riyad, c'est leur problème. Mais le juge de Riyad décide de condamner aussi à 50 coups de fouet l'auto-école française qui a fait passer le permis à cette dame qui est en infraction avec les règles de Riyad. Très bien, malin, quand même. Ah, compliqué là, non? Donc, notre auto-école, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, mais attendez, vous imaginez quand même pas que, n'oubliez pas que cette dame a téléphoné depuis Riyad chez vous pour retenir des cours d'école de conduite. Donc, vous devez appliquer, vous, auto-école de Paris, vous devez appliquer les règles de Riyad. Vous n'avez absolument pas le droit. Sinon, ça veut dire quoi? Sinon, ça veut dire que le juge de Riyad est compétent au bon vouloir d'autres États. Mais c'est exclu. Vous vous rendez compte? C'est ça qui a écrit. C'est ça que les magistrats ont écrit. C'est-à-dire que le socialisme, dans le monde entier, ça doit s'appliquer comme l'a décidé Bercy. C'est-à-dire que Bercy, non seulement ça tue et ça emmerde les Français, mais ça a le droit de tuer et d'emmerder le reste de la planète. Mais il y a des gens qui ne sont pas socialistes. Il y a des gens qui considèrent qu'on ne peut pas gagner sa vie uniquement parce qu'on a des otages. Il y a des gens qui considèrent qu'on peut gagner sa vie et garder son argent et garder ses biens quand on les a gagnés par sa qualité, par sa compétence, par son excellence. Et que donc cet argent, on ne l'a pas volé. Parce que dans cette affaire, il n'y a pas de vol. À aucun moment. Il n'y a pas de détournement de fonds publics. Alors, c'est un petit peu ambigu, tout à fait au début en 93, parce qu'on ne sait pas très bien d'où vient l'argent. On ne le sait tellement pas que personne ne le demande. C'est-à-dire que Cahuzac, il ne se rappelle pas d'où ça vient. 1 million d'euros, il ne se rappelle pas d'où ça vient. Bercy, ils n'ont pas trouvé d'où ça vient. Il a dépensé on ne sait pas à quoi. Et personne ne s'en rappelle. 93, c'est pas 1920, hein.
C'est pas vieux, hein, mais en 93, on ne retrouve rien. Bon, alors, si on enlève cette petite partie dont il paraît évident qu'il s'agit d'argent politique, le reste, il n'y a pas vol, il n'y a pas détournement, à aucun moment. Cahuzac, c'est son argent. Alors on dit oui, mais il n'a pas assez payé d'impôts. Certes, il n'a pas assez payé d'impôts. Mais enfin, est-ce que ça justifie d'aller condamner un banquier suisse? Enfin, attendez, donc si vous voulez, cette affaire, elle les met très 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 mal à l'aise. Et elle est très ordinaire. Et c'est une toute petite affaire. Ce n'est pas des grosses sommes. Mais elle est extrêmement symbolique. Je la trouve vraiment... je la trouve vraiment significative du monde socialiste dans lequel nous vivons. Et cette affaire, elle était tellement symbolique qu'elle aurait pu être le procès de cette société. Mais on n'en a pas fait le procès de cette société. On en a fait le procès d'un seul homme. Et vraiment, on charge la mule. On charge la mule médiatiquement, on charge la mule juridiquement, on charge la mule à tous les niveaux. Tout le monde se défausse. Moi, je suis stupéfait par la résistance de ce garçon. Parce que vraiment, il en prend plein la gueule, bien au-delà de, je dirais, de sa bêtise. Parce que, franchement, il est sot, enfin, d'avoir fait ce qu'il a fait comme ça, c'est absurde. Mais c'est la façon dont cette affaire est traitée ne fait pas honneur à ce pays. Voilà. Et cette affaire, c'est une affaire strictement, complètement socialiste. Dans un monde libéral, une affaire comme ça ne peut pas exister. Elle ne peut pas exister. Dans un monde où chacun garde le bénéfice de son travail, où chacun est à sa place en fonction de son mérite, il n'y a pas ces ambiguïtés d'otages, ces ambiguïtés de gens qui font un poids parce qu'ils représentent d'autres gens qui ne savent même pas qu'ils sont tenus en otage. Ils ne le savent même pas. Voilà. Donc, si vous voulez, je trouve que cette affaire, je vous conseille, je vais mettre sur le blog, je vais mettre le lien qui vous permettra d'aller voir ce jugement. Il faut le lire. Ça se lit comme un roman quand même. C'est une vie. Hein. Vous voyez Cahuzac partir en vacances avec des amis chez Barrière à Évian, et puis traverser en catimini le lac Léman pour aller de l'autre côté signer des papiers dans la banque suisse, tout ça pour un compte où il n'y a pas un rond, ou presque pas, et dont il ne se sert pas. Enfin, c'est une histoire, c'est les pieds nickelés hein, quand même, à un moment donné c'est les pieds nickelés. Hein. Donc on a deux personnages, à un moment on a lui qui fait un truc politique, c'est clair, au début, et puis après on a sa femme, besogneuse, travaille, qui gagne des sous et qui triche. Alors elle triche, ça c'est sûr. Et puis lui, après, qui fait le beau, il fait des claquettes. Et puis voilà, ça lui retombe sur le museau. Eh bien voilà, je vous souhaite une bonne journée, et je remercie le lecteur qui m'a fait passer ce lien, qui m'a permis de lire avec attention cette affaire qui est extrêmement intéressante, et je pense que vous devriez la lire aussi. À bientôt, au revoir.